Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission bimensuelle 60 minutes. La campagne présidentielle est le moment le plus attendu de la vie politique et médiatique nationale. Elle est de loin la campagne la plus structurée et celle qui bénéficie de la médiation la plus riche et la plus importante. Les médias sont essentiels à la démocratie. Sans les médias, des élections démocratiques sont impossibles. Des élections libres et équitables ne reposent pas seulement sur la liberté de voter et de savoir comment voter, mais reposent essentiellement sur un processus dans lequel les citoyens participent au débat public et sont bien informés sur les partis politiques, les candidats et les alliances, etc. Bref, c'est le processus électoral lui-même, afin de mieux participer aux élections. Comment faire un choix judicieux si on est mal informé? Il est en outre important de veiller à ce que les médias jouent leur rôle de surveillance essentiel à la transparence du processus électoral démocratique. Une élection démocratique sans presse libre est tout simplement impossible. Mais afin d'assumer leurs responsabilités, les médias doivent maintenir un haut degré de professionnalisme. Les médias sont spécialement liés à notre façon de vivre la démocratie. Lors des élections, des questions liées aux journalistes se posent toujours. On demande à un journaliste de nous fournir une information fiable sur un candidat ou sur un thème donné de son programme afin de distinguer les contenus porteurs de sens et de participation à l'intérêt public. Mais est-ce toujours le cas? Des journalistes qui relancent des sondages douteux, des journalistes incapables de donner une matière à réflexion. Qu'est-ce qui arrive à notre liberté d'expression? Pourquoi nos journalistes n'ont pas tout à fait l'accès à l'information? Pourquoi certains journalistes acceptent d'être des porte-parole de certains hommes politiques? Comment souhaitent-ils jouer leur rôle en adoptant de telles dispositions? Comment lutter contre les fake news qui circulent en période électorale? Le quatrième pouvoir est-il encore capable de nous protéger contre les abus et les erreurs des autres pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires? Pour répondre à ces questions, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur Cheikh Haïdara, qui est directeur de publication du journal L'Authentique. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Judna Oldeda, qui est directeur de publication du journal La Dépêche. Bonsoir. Bonsoir. Et Bakary Gueye, Monsieur Bakary Gueye, président de l'Union de la presse francophone, section Mauritanie. Bonsoir. Bonsoir. Donc je commence par vous, Haïdara. Donc en fait, en gros, toutes ces questions, vous avez la parole. Essayez d'expliquer aux téléspectateurs, en fait, le rôle des journalistes dans la période électorale et surtout dans une campagne présidentielle. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on est en pré-campagne électorale. Merci beaucoup, Elbou. Je vous remercie et je remercie la télévision pour nous avoir offert ce plateau afin qu'on puisse débattre de ces questions qui sont cruciales et qui tombent à point nommé à quelques jours donc, de la campagne présidentielle. Effectivement, il n'y a pas de démocratie sans une presse libre, capable donc de donner des informations crédibles, des informations viables, vérifiées et recoupées. Il est vrai que nous sommes actuellement dans un monde qu'on peut dire mondialisé où les journalistes sont actuellement bousculés dans leur profession par les hors-médias, ou ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Nouveaux médias, les réseaux sociaux, qui noient toutes les informations dans des nuages souvent douteux. D'où l'intérêt du rôle que doivent jouer les journalistes pour démêler le vrai du faux. Parce que les autres ne sont pas des professionnels de l'information. C'est des amateurs qui ne disposent pas du b.a.-ba propre aux journalistes qui sont formés effectivement dans le traitement de l'information. La différence entre un journaliste et ce qu'on appelle les blogueurs, c'est que les journalistes, avant de fournir une information, surtout quand il s'agit
d'élections sensibles, où chaque information est porteur de troubles et porteur des ordres qui peut même mener jusqu'à, on ne souhaite pas, mais vers la catastrophe. Haïdara, quand on parle des journalistes qui relancent, c'est peut-être pas via les réseaux sociaux, mais via aussi des sites internet qui se respectent et via des journaux qui relancent des sondages douteux. Parce qu'on entend sondage à l'occidental, alors qu'en Mauritanie, je pense que certains pensent qu'on ne peut pas vraiment faire un sondage sérieux. Les sondages requièrent des prédispositions. Ce n'est pas n'importe qui peut faire des sondages. Parce que les sondages reposent sur des techniques bien connues. Par exemple, pour échantillonner une population, c'est sur des bases qu'il faut le faire. Il y a des règles. Il y a des règles, parce qu'il faut respecter les règles du sondage. Par exemple, nous avons une population qui est à 70% jeune. Donc, normalement, l'échantillon qu'on doit choisir doit respecter cette proportion. Nous avons également des électeurs de 35, par exemple, de 35 à 50 ans, de 50, etc. Donc, il faut donc respecter les mêmes données démographiques. Ça veut dire qu'on prend en considération les données démographiques pour pouvoir poser des questions. Le genre, l'âge. Effectivement, l'âge, le sexe. Degré Parce voilà. Que le sondage, c'est quoi? C'est prendre une portion de la population qui est représentative de la population générale. Bon, et pourtant, ce sont des journalistes qui relancent ce genre de sondage. Moi, j'avais fait un sondage, ou bien notre journal avait fait un sondage lors des élections de 2005-2006. Et nous l'avions fait sur ces bases. C'est pourquoi les résultats du sondage qu'on avait fait a été scrupuleusement confirmé par des résultats des élections. Je me rappelle bien du président de HDMR, Ibrahim Sarr, parce qu'on l'avait mis en 3e position. Et il est venu au journal pour nous dire, vraiment, je vous félicite pour la qualité de votre sondage. Parce qu'effectivement, le classement qu'on avait fait... Vous avez utilisé des techniques qui existent et qui sont reconnues. Effectivement, des techniques de sondage. C'est possible de le faire. On l'avait fait sur 1000 personnes. 999, ouais. 1000 personnes. Donc, ouais. Voilà. Donc, juste par rapport au sujet en général, mais surtout par rapport à cette question. En fait, moi, je vais juste rappeler que vous avez posé une avalanche de questions pour trouver des réponses précises par rapport au rôle des médias pendant une élection. Et je tiens ici à rappeler au moins les principes, en fait, que le droit à l'information est sacré, et la liberté de presse aussi, et que c'est confirmé dans la Constitution mauritanienne et évidemment dans toutes les constitutions qui se veulent démocratiques. Donc les journalistes ont véritablement un rôle central à jouer, aussi bien en amont des élections, pendant les élections, mais aussi après les élections. Parce que ce rôle, je le partage en deux étapes. Avant, pendant et après. Oui, avant, pendant et après. C'est inéluctable. C'est un peu la mission même que se posent les journalistes pour informer, pour aussi mobiliser et expliquer. Bon, il ne serait pas très équitable de faire le procès de la presse aujourd'hui, avec les moyens qu'elle détient. Mais aussi, je pense que ce qui serait plus correct, c'est de rappeler en fait qu'on ne peut avoir que la presse qu'on mérite. Qu'on mérite, comme tout fin. Donc, oui. Donc, que les hommes politiques qu'on mérite en plus. Évidemment, et les partis politiques. Que les sportifs qu'on voilà. mérite. Donc, moi je suis un peu étonné. Ça peut être peut-être une bonne coïncidence pour nos confrères de l'Authentique d'avoir organisé un sondage et d'être tombé juste sur les résultats. Parce que je sais que les instituts de sondage qui ne sont pas
sont rarement, qui c'est sont pas rarement à non, 100%. non, justement, non, qui sont dotés de tous les moyens Ouais, humains et matériels pour mener des sondages, ne le font pas toujours avec la plus grande équité. Bon, je suppose que nos frères, nos amis de l'Atlantique ont eu plus de chances peut-être que d'autres pour avoir en fait pu pronostiquer les résultats qui sortiraient des urnes. Maintenant, vous posez, on est un peu perdu dans les questions, c'est pour vous Justement, dire. parce que les blogueurs, faut en dire, les blogueurs et les journalistes, que ce sont Non. des journalistes qui relancent des sondages et qui ces sondages sont Non, non, douteux, il ça se faut comprend. Alors vraiment que qu'on fasse la part des choses Justement, faut entre faire, journalistes et blogueurs. blogueurs. Parce que d'abord, entre réseaux sociaux et presse. voilà, autant, même s'ils commencent en fait, à s'étaler à la presse, même il y a même des journalistes qui ont leur propre blog. Bien sûr. Donc, ça devient véritablement monnaie courante. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est très important, c'est celui de la responsabilité sociale. Un journaliste a une responsabilité sociale vis-à-vis de la communauté dans laquelle il vit, et même au-delà, par rapport à la communauté internationale. C'est pourquoi il répond à des règles, une déontologie, une éthique qu'il doit respecter, mais aussi il doit bénéficier de certains droits qui sont reconnus légalement. Donc, comme l'accès aux sources, comme la possibilité de faire des entretiens avec les responsables politiques. Ça, ce sont des droits. Pour que les citoyens participent au débat public eux-mêmes, ils sont quand même. Oui, c'est obligés de clair. passer par les Aujourd'hui, par exemple, si on veut expliquer les programmes politiques, Justement. c'est véritablement un candidat prêt qu'on peut trouver un programme politique. Tous les autres n'ont pas les ressources humaines pour mettre en relief ou en tout cas faire un programme politique tel qu'il est. Et aujourd'hui, donc, on peut s'attendre peut-être à un ou deux candidats qui auront des programmes, en tout cas écrits dans des fascicules Par qui des vont distribuer spécialistes, par des spécialistes, et probablement ceux qui ont plus de ressources humaines sous la main. Les autres, ils vont peut-être parler de certains problèmes qui vont se poser au niveau de la campagne, mais ils n'auront pas à proprement parler des programmes que nous, on aurait pu, par exemple, dont nous, on pourrait débattre avec eux. Expliquer et proposer, en fait, en idée à la population qui va demain choisir les candidats. Donc, on est dans cette logique, malheureusement, et avec ça, compter avec ça aussi, quand officiellement, on ne vous donne pas l'information aussi. Donc, informer le public, informer les citoyens, les électeurs, en fait, c'est les partis politiques, c'est les candidats. C'est très difficile, en fait, comme toutes les tendances. La tradition dans notre pays. Il ne faut pas se voiler la face. Justement, c'est ça. La tradition dans notre pays, c'est que les gens choisissent en fonction de paramètres qui ne sont pas toujours objectifs ni scientifiques. Donc, c'est en fonction très souvent du parti au pouvoir, qui très souvent draine chez lui toute la majorité des populations. Ensuite, il y a les autres connotations malheureusement très grégaires, comme l'ethnie, comme la tribu, comme des paramètres qui ne sont vraiment pas véritablement démocratiques quand on regarde sur ce plan-là. Un vote tribal, un vote ethnique. Un vote tribal, un vote ethnique, un vote régionaliste. Je ne parle même pas régional, mais un vote régionaliste. Et là, on est devant une situation de fait, une situation qui est une réalité, et qui fait que très souvent, nous avons les candidats. Mais je pense que c'est là où les journalistes sont importants. C'est là où la presse est très importante. C'est évident. Mais quand on a déjà un parti pris, quand les gens ont déjà un parti pris, c'est difficile de leur faire changer d'avis. Bon, les gens s'y essaient à leur dépens, mais la vérité, c'est que les gens ont déjà une idée derrière la tête. Sans vraiment vouloir leur changer d'avis, mais en leur donnant l'information qu'il faut, en leur donnant la vraie information, et puis vous leur laissez les choix. Moi, je pense qu'il faut d'abord les assurer de ne pas leur donner les mauvaises informations, ou les mauvaises statistiques, ou les fake news. C'est déjà quand on arrive à se on va en arriver. Justement, Bakary, donc en fait, en gros, on sort comment faire un choix si le lecteur n'est pas informé. Ou est mal informé, ou n'est pas bien informé. Allez. Effectivement, je pense que quand même, durant cette période qui est très sensible, une période cruciale que constituent les élections, notamment les élections présidentielles, le journaliste a une très grosse responsabilité qu'il doit assumer. Parce qu'on attend de lui vraiment qu'il donne des informations, qui soient des informations vérifiées, des informations fondées, fiables, et qu'il puisse réellement, en tout cas, participer au débat, qu'il puisse vraiment édifier également l'électeur. Parce que le journaliste, il est en quelque sorte le porte-parole de l'électeur, parce que c'est lui, en quelque sorte, qui permet de fabriquer l'information, de la diffuser,
pour que le citoyen puisse accéder vraiment à ce qui se passe. Donc vraiment, c'est en quelque sorte le porte-parole de l'électeur. Donc ce journaliste-là, il doit vraiment chercher les bonnes informations. Et pendant la campagne électorale, je crois que le plus important pour le journaliste, c'est qu'il puisse se focaliser sur l'élection elle-même, sur son contenu, sur les candidats. Voilà, moi je crois que ce que sur les programmes, effectivement, c'est ça les priorités en tout cas sur lesquelles le journaliste doit se focaliser. Mais comme disait Gédna tout à l'heure, si les programmes n'existent pas, en fait, les programmes ont toujours existé. Moi je ne pense pas que chaque candidat a son programme. Peut-être que ce programme n'a pas en tout cas la vulgarisation qu'il faut, etc. Que les candidats... Il n'est pas rédigé par des professionnels. En fait, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire tout simplement que c'est un programme qui n'est pas peut-être bien vulgarisé. Oui. Au niveau des candidats, en général, la communication, ça ne fonctionne pas comme il se doit, etc. Et puis, comme vous le savez très bien également, au niveau Mais si vous, journaliste, vous jugez les gens selon d'autres critères, vous ne parlez pas avec un candidat sur son programme. Enfin, non, moi je pense que c'est à ça. En tout cas, un journaliste qui se respecte doit toujours se référer au candidat, à son programme. Moi je crois que c'est un peu ça le rôle. C'est ça également qu'on attend vraiment du journaliste. Qu'il puisse vraiment contacter les candidats, qu'ils puissent connaître leur programme, qu'ils puissent aussi également connaître le profil des candidats. Parce que on a affaire à une élection présidentielle. Donc on doit quand même savoir quels sont... Celui qui va être notre chef. Celui qui va être notre chef, qui est-il? Donc le journaliste, il doit faire des papiers sur ses profils de candidats, sur son programme. Donc toutes les techniques de reporting qui sont en vogue, en tout cas sur le plan professionnel, le journaliste doit en tout cas adopter ces techniques-là pour qu'il puisse vraiment participer à l'information. C'est vraiment ce qui se passe bon, de toutes les façons, je sais que bon, vous êtes bien placé pour savoir un peu ce qui se passe. Les téléspectateurs, voilà. Qu'est-ce qui se donc, passe? On sait qu'effectivement, au niveau de notre presse, qui est encore une presse quand même assez jeune, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'est pas très bien encadrée, voilà, donc on sait que vraiment il y a problème qui se pose. On sait que la couverture électorale se fait vraiment selon les moyens du bord. Et puis, ce n'est pas une couverture, en tout cas, qui est la meilleure possible. Il y a énormément, effectivement, de problèmes qu'on rencontre. Par exemple, ces mauvaises informations. Sont-ils libres, en fait? On commence par la liberté d'expression. Les journalistes sont-ils libres? Les journalistes, moi, je trouve qu'ils sont libres, mais moi, je pense qu'ils abusent un peu de cette liberté. Et que cette liberté-là est mal utilisée par les journalistes. Parce que nous avons, par exemple, on assiste parfois à des journalistes qui se permettent parfois de diffuser des informations qui ne sont pas du tout fondées, qui reprennent des informations qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux sans prendre la peine de les vérifier, etc. Alors que le journaliste ne doit pas diffuser n'importe quelle information. Tant que l'information n'est pas vérifiée, tant qu'elle n'a pas été vraiment recoupée, tant qu'on n'a pas su également quelle est la source de cette information. Donc vous pensez que le souci n'est pas vraiment un souci de liberté? Ce n'est pas un souci de liberté, pas du tout, ce n'est pas un souci de liberté. Mais je pense qu'en tout cas, au niveau de notre presse, c'est plutôt un problème de formation. Parce que, tout simplement, pendant la période électorale, le journaliste doit vraiment être doté d'un certain nombre de compétences qui lui permettent vraiment de couvrir l'élection, en tout cas comme il se doit. Donc, sur ce plan, moi, je pense qu'il y a en tout cas beaucoup de choses encore à faire, malgré le fait qu'on assiste vraiment depuis quelques mois à plusieurs formations de renforcement des capacités des journalistes, etc. Mais c'est loin d'être suffisant parce que tout simplement, on sait qu'il y a un énorme déficit sur ce plan-là et nos journalistes ne sont pas réellement préparés à cette situation-là. Haïdara, vous pensez que ce n'est pas vraiment un problème de liberté? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de liberté, sauf, bon, on n'a pas toutes les libertés parce qu'on est freiné par certaines lois. Oui, liberticide. Donc ce n'est pas toute la liberté qu'on a. De toute façon, moi je pense que le rôle du journaliste ne serait pas tout simplement aux électeurs, mais également, nous avons également des messages très forts à envoyer aux autorités. Aux décideurs.
aux autorités et surtout les instances qui ont en charge l'organisation de ces élections. Et là, je parle de la CENI, la commission. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Justice. Là, on parle de la CENI, quoi? La CENI, par exemple. Par Oui. exemple, Oui. bon, je viens de... Justement, c'est important. Oui, parce que là, il y a eu une réunion entre la CENI et les représentants des candidats. Et apparemment, ils ne sont pas contents. Ils disent que la CENI n'a pas respecté ses engagements parce qu'ils ont formulé 12 demandes. Et parmi ces 12 demandes, la CENI n'a répondu de manière claire et nette que dans 2 domaines. Et le reste, c'est flou. Ils ont pris des engagements, mais qui ne sont pas fondés selon, en tout cas, les candidats. Oui, mais ça on revient toujours à la même question. Ça, selon les représentants des candidats. Absolument. Donc, ce sont des informations qu'il faut vraiment prendre en considération. Absolument. Il faut manier avec une très grande précaution. Parce que nous, notre rôle premier, c'est de veiller à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes. Justement, ça, on va en parler. Là, Parce il que y a un grand doute. ça, c'était la responsabilité des journalistes. Responsabilité des journalistes. Ça, on va en parler, d'éclairer, c'est un thème à part. Mais là, on parle de la liberté. C'est-à-dire pourquoi les journalistes ne font pas très bien leur boulot, en fait. Comme l'a dit Bakary, d'abord, il y a le manque de moyens, parce que la presse n'a plus les moyens qu'elle avait. Certes, entre 2005 et 2012, à peu près, c'était vraiment l'âge d'or de la presse écrite. Il y avait vraiment énormément de fonds qui permettaient à la presse de recruter des journalistes, de former des journalistes, de couvrir plus ou moins le territoire. Mais depuis 2012-2013, il y a eu quand même une forte paupérisation de la presse. Et ça s'est répercuté sur la performance des entreprises de presse qui ne parviennent plus à payer même pas un seul Donc c'est vraiment C'est une question de moyens. Voilà. Ça, c'est la première chose. Qui se répercute sur Qui se répercute effectivement sur la rentabilité et sur, en tout cas, ce que peuvent faire les journalistes. Mais quand même, il y a encore des acteurs qui sont là, qui sont prêts, donc, en tout cas, à accomplir leur mission et leurs tâches selon les moyens dont ils disposent. Je dis donc, en fait, pour maintenir ce haut degré de professionnalisme, afin que la presse joue, assure sa responsabilité, quels sont les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui? En fait, moi, je voulais qu'on puisse camper un peu de débat sur justement le rôle que vous le proposez depuis le début. On parle toujours des élections. Non, mais c'est pour, par exemple, quand vous dites que les journalistes, qu'est-ce qu'on attend des journalistes dans une élection? Donc, si, par exemple, par rapport aux candidats, j'ai cité tantôt les programmes. Ouais. Si les journalistes n'arrivent pas à savoir quelles sont les propositions que font les candidats pour les électeurs, comment voulez-vous qu'on puisse leur expliquer que tel programme serait plus adéquat ou sur le plan social et politique? Donc là, on navigue à vue. Donc, en tout cas pour l'heure, on navigue à vue parce que jusqu'à présent, ceux qui ont la chance de pouvoir faire des programmes politiques, on se répète, ce sont des gens qui ont sous la main des experts qui peuvent donner en fait de la visibilité à leur discours politique et à leur programme politique. Le produire déjà et le divulguer après. Voilà. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Évidemment. Mais pendant les autres élections, les années passées, évidemment, mais nous savons par exemple les thématiques changent. Aujourd'hui, peut-être la campagne électorale sera focalisée sur la jeunesse. Les années dernières, c'était les droits de l'homme. On a fait une évolution en matière des droits de l'homme. Donc, chaque fois, il y a un sujet de prédilection. Oui, un sujet de prédilection, d'ailleurs proposé d'abord par les candidats, autour duquel la population se retrouve, et que les journalistes peuvent critiquer, améliorer ou expliquer, donc, ou mobiliser les gens autour. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc, par rapport à votre question sur les libertés, je pense qu'on n'a jamais été aussi libre, malheureusement. On regrette même un peu que c'est exagérément libre, parce qu'on ne reconnaît plus qui est journaliste, de qui ne l'est plus, qui ne l'est pas. Donc, forcément, il y a un peu de regret dans cette anarchie, cette liberté anarchique. Donc, il faut que l'État
il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites depuis ces dernières années pour un peu, comment dire, assainir le secteur. Malheureusement, jusqu'à présent, elles n'ont pas été prises. Bon, on a pris peut-être, on a installé des institutions qui sont, comme la HAPA par exemple, qui sont beaucoup plus en fait pour la régulation des médias plutôt qu'autre chose. Mais nous avions, à travers beaucoup de réunions et de consensus, trouvé des solutions pour, en tout cas pour faire un pas en avant, pour sortir la presse de l'ornière. Malheureusement, c'est resté en l'état. Donc, il ne faut pas toujours charger la presse. Le manque de professionnalisme, quand même. C'est ce que citait mon confrère tout à l'heure. C'est la formation. Maintenant, la HAPA, elle est en train de former peut-être 100 jeunes aujourd'hui. Mais 100 jeunes qui vont se faire former à quoi? Peut-être qu'ils vont finir des blogueurs, pas avec sans l'expérience qu'ils auraient dû avoir dans une rédaction. Entre nous, c'est plus intéressant d'être blogueur. Aujourd'hui, oui. Et ça paye mieux d'ailleurs. Ah bon? La raison, oui, parce que finalement, les gens, ce qu'ils font, c'est ça, c'est les plateformes Facebook. Facebook, oui, oui. Ça, en fait, non seulement ils ont suggéré le peu de choses qui étaient consacrées à la presse traditionnelle, mais aussi ils ont extraverti malheureusement la profession au point qu'on ne sait plus qui est journaliste, qui n'est pas. C'est sûr. Donc, moi, je pense que, en tout cas, je vais toujours revenir sur les techniques de couverture qui sont vraiment nécessaires pendant cette période électorale. Oui, ce professionnalisme que voilà, demandez, ce professionnalisme, parce que j'ai dit que le journaliste doit toujours vraiment être focalisé sur vraiment ce que les électeurs attendent de lui. Donc, en période électorale, le journaliste doit avoir, en tout cas, vraiment un véritable plan de reporting pour vraiment savoir traiter à chaque jour, savoir vraiment traiter une question donnée qui pourra en tout cas édifier l'électeur. Oui, mais ce que disais tout à l'heure, comment donner en fait une matière à réflexion aux électeurs, aux lecteurs, aux téléspectateurs. Effectivement, comment faire pour c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il faut que le journaliste puisse. On sait par exemple que l'élection présidentielle met en tout cas en compétition plusieurs candidats. Ces candidats viennent chacun avec son projet de société, chacun vient avec donc un programme qui est vraiment bien étoffé, etc. Donc, en fait, les programmes existent, mais il va falloir que le journaliste lui-même aille chercher ces programmes. Pourquoi? Parce que aussi c'est un peu ça. Parce que le journaliste, il ne doit pas attendre, rester en tout cas dans son bureau et attendre que les programmes des candidats viennent le voir. C'est lui qui doit vraiment essayer de mouiller la chemise pour aller chercher ces programmes. Mais quand vous pensez que les journalistes n'ont pas tout à fait l'accès à l'information, en fait, non, sur ce plan, moi je pense qu'en tout cas, pour ce qui est en tout cas de l'élection présidentielle, les candidats sont tout à fait accessibles. En tout cas, selon mon expérience, en tout cas, tous les candidats que je veux contacter, je les contacte sans aucun problème. Donc, sur ce plan, en tout cas, en dehors peut-être du candidat du parti au pouvoir, où en tout cas les choses sont un peu verrouillées, en tout cas, les autres candidats, ils ont vraiment des... Pour le candidat du pouvoir, c'est verrouillé, mais au moins il a un programme, il est là. Il existe en version française, arabe, effectivement, c'est donné à tout le monde. Effectivement, mais ce programme-là aussi, le journaliste est appelé également à décortiquer ce programme. Il faut et surtout, et surtout, que nous on attend. C'est ça. Et surtout, je veux bien savoir qu'est-ce que pense Judna du volet économique pour tel candidat. Par exemple, le candidat Kazouani, ou un autre candidat. C'est ça, parce que pour le candidat sortant, par exemple, le président Kazouani, qui est le président sortant, on doit savoir quel est son bilan. L'électeur doit être édifié. Il doit savoir quel est le bilan. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette année dans son programme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous faites des spécialistes qui vont expliquer. Voilà. Donc moi, je crois que ça, ce sont des sujets. Ce sont des sujets vraiment sur lesquels le journaliste doit travailler. C'est des sujets quand même qui demandent un certain effort, qui demandent un investissement que parfois le journaliste peut-être n'est pas prêt à faire.
Donc, comme on l'a souligné tantôt, il y a ce problème de professionnalisme qui est là. Parfois, les journalistes qui ne sont pas prêts à aller aussi chercher l'information là où il faut. Mais c'est toujours faute de moyens, Voilà. comme disait Haïdara. Toujours faute de moyens, toujours faute de moyens. Ouais. Et il y a également des qualités aussi. des qualités. Il y a cette question aussi de l'accès. Oui, ça c'est autre chose. Hein, C'est cette les question, compétences. voilà, La formation. c'est ça, cette question d'accès à Mais l'information. Haïdara, Voilà. il y a certains qui disent que certains journalistes, on dit que certains journalistes sont presque des porte-parole de certains hommes politiques, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition ou de gauche à droite. Pourquoi c'est Est-ce que adressé c'est à vrai Haïdara? Non, parce qu'on ne commence pas lui, parce que vous allez parler de la presse partisane aussi. Ouais, parce C'est que, pareil. moi, je dis que certains même se précipitent même pour être porte-parole d'un candidat, pour des questions pécuniaires. Pour des sections de Pécuniaires. Ah bon, oui, c'est toujours les moyens. Surtout. Ouais. Mais normalement, un journaliste doit rester équidistant de tous les candidats. Un vrai journaliste doit être équidistant. Sauf si on lui de tous demande les pour journalistes. qu'il vote, ça c'est autre chose. Maintenant, si un journaliste s'engage avec un candidat, il devient un communicateur et non plus un journaliste. Justement. Donc il perd donc son rôle de Mais est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Parce que bon, si on le dit, on le dit. Est-ce que vous êtes quand même dans le milieu, bon, sans nommer quiconque? Non, à ça ma veut- connaissance, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu un journaliste engagé avec un candidat dans ce comité de Non, je de parle dans ses communication. prises de position, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il produit. Oui, bien sûr. Il y a parle pas. des journalistes qui sont carrément Engagé. partisans, qui sont avec un candidat et qui le défendent avec bec et ongle. Et ça, c'est pas normal. Normalement, un journaliste doit rester vraiment... Comment faire pour Non, que non, ça non. n'arrive pas? Pour vous? Pour que ça n'arrive pas, il faut Parce qu'il qu'on reste est- c'est pas journaliste. C'est tout. Il n'a qu'à rester un journaliste. Et refuser d'intégrer les comités de communication, ou en tout cas d'intégrer une équipe qui se porte un candidat. Il doit rester en dehors du jeu électoral et donc traiter tous les candidats avec la même distance. Mais là, je voulais juste ajouter Allez-y. une chose. Mhm. Que malheureusement, ou bien en tout cas heureusement, la presse écrite doit s'adapter au nouveau monde. Bien sûr, aux réseaux sociaux, ça Parce c'est un que sujet qu'il les faut... réseaux sociaux, parce que chacun, normalement, un journaliste, même on a vu dans des pays beaucoup plus développés, mais chacun a une page Facebook, une page Ou en blog Twitch, personnel ou en blog personnel, parce que maintenant, l'information est devenue tellement rapide que les gens n'ont plus le temps de lire des articles. Rapide, plus ou moins longs. mais c'est pas n'importe quoi quand même. On ne demande pas aux journalistes de... Non, pas du d'être tout. blogueur Non, quand je pour- parle, quand je parle de rapide, c'est d'avoir en tout cas une chaîne qui te permet d'être en contact ou en interaction avec le public. Et ça, les nouveaux médias, Tout en faisant attention à la permettent. qualité. Tout en faisant, Attention. faisant attention, effectivement, à la qualité, qualité. de l'information qu'on va livrer. Donc, Moi, je voulais juste m'attarder sur... on parle un peu de presse partisane, ou enfin, je sais pas quoi, ou plus Il y a- de d'opposition toute personnelle. façon, dans les segments de presse, on peut trouver de la presse d'opinion, c'est toléré. Ouais. Mais je veux même aller plus loin, parce que ce qui est important, c'est que les faits sont sacrés et que le commentaire est libre. Ouais. Moi, je suis libre de commenter commenter, mais- dans un sens qui me semble, Ouais, d'un angle qui de- sied en fait à mon entendement. En fait, Haïdara le verrait d'une autre manière. Donc, a priori, il n'y a pas de... Mais l'information est la même. L'information elle-même, c'est le fait. Donc si on est d'accord sur le fait, pour le reste, c'est des questions d'intelligence et d'interprétation. Et je pense qu'avec chaque source, il y a un colloque singulier qui s'installe entre le journaliste et la source. Maintenant, il peut être un homme politique, il peut être un homme d'affaires. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je m'emballe avec la source, parce que tout simplement, il y a une question de confiance. C'était tantôt les communicateurs. Il y a des journalistes qui sont communicateurs ici. Il y a même des gens qui ne sont même pas journalistes, mais qui font de la communication, la parce communication, c'est qu'ils tout sont ça. tombés dans un désert et ils se sont arrogés en fait l'effigie d'un communicateur alors qu'ils ne le sont pas. L'essentiel, c'est qu'on sache que la presse, comme vient de l'évoquer, la presse écrite, est une presse qui est agonisante.
C'est pourquoi nous avons tous Sur le plan international. nous avons tous mité vers l'électronique. Oui, parce que il faut. Oui, c'est pas grave, c'est un moyen, ce n'est pas. Oui, c'est un moyen, mais il c'est faut, toujours la presse. il faut aussi les ambitions de. Oui, mais on change de moyen, un journal ou un site. Enfin, non, toujours la presse. les moyens de ton ambition, il faut les avoir. Voilà. C'est quand tu vas faire de la presse écrite aujourd'hui, en partant à l'imprimerie nationale. Une vraie revue, un vrai journal. Ça te coûte les ailes de la tête. Et même le doctorat lui-même n'est pas toujours là, parce que les gens aujourd'hui ne veulent pas, à moins que ce soit vraiment un expert qui veut fouiner dans un article très long. Et les gens, ils ont à peu près besoin de 3-4 lignes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on leur propose sur la toile. Donc on ne réfléchit plus très profondément, mais on s'informe de la façon la plus sommaire possible à travers un titre. Donc, et ça repose toujours les problèmes de la place de la presse. Pourquoi certains journalistes sont obligés d'être pour tel ou tel candidat? Personne n'est jamais obligé de ça. C'est un choix que les gens font. Obligé entre guillemets, oui. Non, c'est un choix que les gens font. Ils font d'abord, peut-être par rapport à des obligations, ils peuvent le faire pour des questions pécuniaires, comme tu l'as dit. Ils peuvent le faire parce qu'ils pensent que c'est la bonne personne sur laquelle. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, on parle de cette présidentielle. Pour moi, quand un candidat fera un programme politique et qui ne citera pas, par exemple, les problèmes d'éducation, les problèmes des jeunes qui vont à l'extérieur, des gens qui quittent le pays. Je ne me vois pas. Qui ne cite pas les moyens qu'il va mettre pour assurer la sécurité à nos frontières. Pour stopper l'immigration, pour ceci ou pour Voilà, donc c'est des questions que les Mauritaniens attendent avec beaucoup d'anxiété. Et donc, ils souhaitent qu'un président, ou en tout cas un candidat qui va les évoquer, puisse proposer des solutions qui soient claires pour eux. Et c'est tout, ils ne demandent pas plus que ça. Sur ce point, moi je crois que je veux quand même parler sur ce point qui est très important, effectivement, parce que tout simplement, le journaliste, c'est pas un saint après tout. Le journaliste, il a toujours ses opinions et il a le droit de choisir. Hein? C'est vrai que dans le traitement de l'information, dans le cadre de son travail, il n'a pas le droit de prendre parti pour tel ou tel, il doit prendre parti pour la vérité. Donc, le journaliste doit, comme l'a dit Aïdara, être équidistant entre les différents candidats. Sur ce plan, je crois qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait respecté par les journalistes professionnels, en tout cas, qui sont en activité. Pendant l'élection également, il y a toujours la nécessité pour les journalistes d'avoir ce qu'on appelle une charte éthique. Une charte éthique vraiment qui va un peu encadrer leur travail. Il y a des lignes rouges que les journalistes ne doivent pas franchir. Ils doivent centrer en tout cas leur activité sur la recherche de l'information, la recherche d'une information crédible, d'une information qu'ils pourront servir aux citoyens, sur la base de laquelle le citoyen va choisir, en tout cas le jour du scrutin, le candidat qui lui semble être le mieux placé. Sur ce point, voilà en tout cas ce que je voulais dire. Il y a également... un problème de moule. Nous, on est en train de parler de choses qui intéressent d'autres gens. Quand on parle en fait de l'intérêt général, pour nous, c'est peut-être parce que, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la responsabilité sociale. Quelle information devrais-je pouvoir publier si elle devait mettre à feu à sang mon pays? Ça, c'est une question que les gens se posent tout de suite. Effectivement. C'est une question morale que les gens doivent se poser. Excusez-moi, c'est-à-dire c'est ça la responsabilité sociale. Justement. Quelle que soit l'importance de l'information que je détiens. Est-ce que la rendre publique ou la diffuser a un intérêt national? Est-ce qu'elle n'est pas susceptible de créer de l'anarchie dans le pays? Et donc il faut se ressaisir sur tout. Ça, c'est de responsabilité plutôt... C'est de la responsabilité sociale. Oui, morale et... Bon, maintenant par rapport à... C'est toujours dans... Moi, je vous vois que allez-y. C'est moi qui parle. Vas-y. Donc, c'est toujours dans ce cadre que Jedna, effectivement, ce qu'il vient de souligner, c'est extrêmement important parce qu'on peut, par exemple, détenir une information, mais qui n'est pas bonne à diffuser, surtout en période électorale. En période électorale. Justement, voilà, par exemple, la période électorale, justement. Parce que là, on va en parler. Par exemple, ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui en période électorale. Je voulais commencer par Haïdara pour parler de ce point. Aujourd'hui, il y a des fake news, c'est connu. Mais surtout en période électorale, ça circule plus que dans d'autres périodes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je dis que c'est là, justement, où le rôle
journaliste est primordial et crucial. Parce qu'il faut surveiller ce qui est publié. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de fake news qui vont circuler. Et ça circule en général dans les blogs ou en tout cas les nouveaux médias. Parce que les gens n'ont pas le temps de vérifier les informations et même ils le font exprès. Ils le font exprès. Oui, bien sûr, il y en a qui sont de mauvaise foi, ça, on n'en parle pas. Ils le font exprès oui. pour détruire un candidat ou pour en tout cas semer le trouble. Et c'est là où justement intervient le rôle du journaliste qui doit recadrer ces informations et montrer qu'elles sont fausses ou bien qu'elles sont hors du contexte. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la responsabilité du journaliste qui doit veiller à ce que les informations données au public ne soient pas tronquées ou qu'elles ne conduisent pas à, en tout cas, des situations où ça peut, en tout cas, créer... Est-ce que le journaliste possède lui-même peut contrôler, en fait? Bien sûr. Est-ce qu'il a les clés pour je pense qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui n'a pas été formé sur les fake news. Nous, on a été formés sur les fake news, que ce soit les écrits, les images, comment déterminer la date de diffusion d'une image ou d'une vidéo. Si c'est une ancienne vidéo de 2005 qu'on nous ramène maintenant en 2024 pour nous dire que ce n'est pas ça aujourd'hui, on peut vérifier que cette vidéo date de 2005. Donc, effectivement, et également, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on ramène qui datent de 2 ans, 3 ans et qu'on nous ramène. Oui, qu'on ramène sur la table. Et ça, c'est le rôle du journaliste d'avoir des techniques. Ou une information concernant tel ou tel candidat qui est fausse. Qui est fausse ou en tout cas qui est hors contexte. On peut également prendre un candidat et couper juste une partie et la sortir de son contexte. Justement. Donc tout ça... Donc par rapport à ce sujet... Moi je pense que l'essentiel, en tout cas pour les journalistes aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver une sorte de pont avec l'institution qui est en charge de gérer l'élection, c'est-à-dire la CENI. Malheureusement, la CENI ignore beaucoup de journalistes pour des raisons qu'on ne saurait déterminer. En fait, j'ai dit que l'élection ou la perception que nous aurons au finish de l'élection, c'est par rapport à la CENI d'abord, qui doit jouer un rôle, son rôle légal, c'est-à-dire celui de la gestion des élections. Donc, ne pas laisser l'occasion à des gens pour l'interprétation de certaines distorsions qu'ils peuvent avoir dans la gestion du processus électoral. Ça, c'est un. De deux, par rapport à fake news, par rapport aux fake news, nous avons la responsabilité, en tant que journalistes, qui avons, par exemple, je pense que sur le plateau-là, on l'a tous eu, qui ont des formations par rapport à remonter l'origine des vidéos, par exemple, parfois qui deviennent virales, parce que c'est des fake news. On a l'obligation morale de ne pas les diffuser parce qu'on sait d'où elles proviennent. Et on sait à quoi elles ont été utilisées. Non, mais des fois, on a même l'obligation morale de démentir, même si ce n'est pas nous. Oui, évidemment. Ça, c'est des investigations. Ça, c'est des investigations électroniques. Nous avons trouvé que cette vidéo, par exemple, qui est virale aujourd'hui parce que tout le monde se la passe, c'est une information qui ne concerne pas la Mauritanie, mais qui concerne un autre pays qui a été... Une image, voilà, qui a été ramené sur le sol national, ou en tout cas sur la scène nationale, pour en faire un objet national. Ça, c'est des responsabilités qui nous incombent. Et on est prêt à les jouer, mais aussi il faudrait que la CENI puisse savoir qu'il n'y a pas... les journalistes sont absents de ces convocations. C'est-à-dire la CENI ne joue pas le rôle qu'il est. Je ne dis pas qu'il ne joue pas le rôle, mais en tout cas, elle a une partie des gens qu'elle invite. Il y a des journalistes qu'elle ignore, complètement. Et ça, c'est une tare, malheureusement, dans la personnalisation des relations avec les institutions. Par rapport à cette question des fake news qui est très importante, parce qu'on sait qu'avec l'explosion de l'Internet aujourd'hui, les fake news vraiment prolifèrent. Justement, et surtout en période électorale. Surtout en période électorale. Oui. Donc avec tout le lot de diffamation, de discours de haine, etc. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous avons des stratégies de lutte contre cette désinformation. Donc nous avons tous ici été formés à une stratégie pour pouvoir lutter contre ces fake news. Et aujourd'hui, au niveau de... Pour reconnaître reconnaître une fake news, reconnaître une vidéo qui est fausse, etc. Et nous avons même aujourd'hui, dans certaines rédactions, des cellules de fact-checking qui sont là, qui sont actives.
par exemple, au niveau d'Initiative News, nous avons par exemple une fait équipe. de la pub, là, Non, ce n'est pas de la pub, parce que c'est la vérité. Nous avons une équipe qui est formée, qui a été formée, qui est là, au jour le jour. Par qui, en fait? Elle a été formée par des experts. Mais effectivement. Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est la Non, ce n'est pas PAS, du tout. est-ce que c'est la En fait, CENI, c'est avec est-ce la que- coopération. La Ce n'est coopération, pas le ouais, ministère. C'est avec la coopération généralement extérieure. Donc, c'est une équipe qui est là et qui, pratiquement au jour le jour, vérifie des informations. Donc, voilà. Moi, je crois que ce sont des stratégies aujourd'hui qu'on doit adopter au niveau de nos rédactions pour pouvoir lutter contre ce fléau Justement. qui est extrêmement dangereux. Et il est même aggravé également par l'intrusion de l'intelligence artificielle. Justement, ouais, Aujourd'hui voilà. également, qui fait vraiment des ravages aussi. c'est très Et dangereux, ouais. vraiment qui Vraiment, c'est attise destructif. encore beaucoup plus ce Donc en fait, en gros, phénomène-là. est-ce que vous pensez que la presse, que ce quatrième pouvoir est encore capable de nous protéger contre les abus, comme dit mon frère, ou les erreurs des trois autres pouvoirs? Bon, C'est quand même un pouvoir qui est important, la presse. Comme l'a fait remarquer, la presse classique est de plus en plus écartée des grands événements, malheureusement. Oui, mais quand vous dites écarté, parce que ça, c'est la relation entre Non, parce institutions que et... quand une institution, par exemple, C'est une institution publique, elle invite tout le monde. organise un événement et ne contacte pas les rédactions. journalistes. Nous, on est plus... Chacun contacte ses journalistes, c'est ça le problème. En fait, non, c'est... Non, là, il y a quand même une presse qui est là, qui existe Justement. depuis plus de 20 ans, 25 ans, qui est connue par tout le Oui, monde. oui, justement, qui Donc, est ce ne sérieuse. sont pas des inconnus. Mhm. Donc, normalement, ils devaient être associés à tout ce qui se passe. Bon, mais malheureusement, ce que je vois, c'est qu'ils donnent plus d'importance aux blogueurs maintenant qu'aux journalistes professionnels. Et ça, c'est un très Donc grand... moi, vous êtes là à la télévision mauritanienne, à la TVM. Non, On vous invite pour pouvoir non, parler je de ne ces parle problèmes, pas- donc c'est non, bien. Je ne parle, effectivement, C'est c'est effectivement important. c'est une occasion, C'est une première, effectivement. hein. C'est Mais c'est pas une première année. une occasion pour nous Ouais. de dénoncer ces Mais est-ce que problèmes. vous êtes capable de protéger les gens, protéger les citoyens contre les autres pouvoirs? Parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Mais je vous dis Mais il que... ne faut ça pas qui est voir bon. notre Je vous relation. Il faut pas Mais voir- allez-y. faut pas Je voir vous notre ai, relation avec les... dit que notre rôle, Ouais. premier, c'est effectivement de surveiller le fonctionnement des autres pouvoirs, Justement. de les freiner, de les corriger, de les orienter. Ça a été toujours le rôle de la presse écrite depuis sa naissance jusqu'à nos jours. On a toujours dénoncé les abus des différents pouvoirs, comme on a également reconnu ce qui est de bon qui a été fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas foncièrement contre le pouvoir. On dit Non, ce mais qu'il- bien on sûr, dit- bien on sûr. dit ce qu'il fait de Presse. bien, Oui. mais on dit également ce qu'il fait de Non, mais mal. ça, on est d'accord. Et Il n'y a pas une presse qui est contre le pouvoir ou pour le pouvoir. Sinon, vous ne Sinon, vous serez pas là. Dans une perspective de construction. Parce que cette construction, parce que la démocratie, pourquoi on dit que la démocratie sans la presse est une fausse démocratie? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans une presse libre. Donc, et le rôle justement de la presse, c'est de surveiller les trois autres pouvoirs. Moi, je Allez-y, crois que- allez-y, Moi, je voulais- j'ai fini par vous. je Allez-y. veux juste souligner qu'on ne voit pas notre relation avec les autres pouvoirs de manière conflictuelle, mais plutôt de manière complémentaire. Eux, ils ont leur mission qui est une mission idoine prévue par la Constitution. Nous aussi, nous avons une mission en fait de surveillance de l'action publique. Et la véritable motivation qui devrait, et parfois d'ailleurs on l'a payé à nos corps défendants, c'est de dénoncer les abus. D'où qu'ils viennent. Mais les abus, ça ne veut pas dire que c'est seulement le pouvoir qui les fait. Il y a des gens qui sont à l'opposition qui font des abus. Il faut donc pouvoir les dénoncer sans état d'âme. Et ça, c'est ce qui est important dans la presse, c'est qu'on est justement, comme lui dit, être à cheval entre tous les acteurs politiques. C'est-à-dire, nous avons un rôle intermédiaire entre la classe politique pour non seulement reporter les avis et les opinions de tous, mais aussi pour dire que quand ça ne marche pas, quel que soit le temps, l'indexer. C'est tout. C'est clair. Moi, Allez-y, quand même, allez-y. je pense que, en tout cas, quoi qu'on dise, et quelle que soit la situation dans laquelle se trouve la presse aujourd'hui, elle a toujours joué son rôle de quatrième pouvoir. Et sur ce plan-là, vraiment, les journalistes ont toujours su quand même vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Et ça a souvent également servi. Et ils ont souvent également été écoutés. Malgré le fait que malheureusement aujourd'hui, comme l'ont souligné les deux confrères, il y a une véritable marginalisation de la presse professionnelle.
au détriment des blogueurs. Et ça me paraît quand même personnellement vraiment bizarre, parce que quand même le fait de vouloir compter sur des blogueurs qui généralement sont en tout cas qui ne sont pas formés, qui ne sont pas formés, c'est pas des professionnels, et oui. qui pratiquement parfois racontent n'importe quoi. Le fait de compter sur ces gens au détriment des professionnels, moi je trouve quand même que c'est une anomalie qui doit être corrigée. Donc rapidement, qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez rebondir rapidement parce que ça reste certainement le dernier mot là. Dernier mot. Vite fait. Ce sera sans doute le dernier mot. Je suis Bakary Gueye, voilà. Tu suis Bakary Gueye. Allez, pour résumer en fait, ce débat qui touche, pour résumer, chers téléspectateurs, ce débat qui touche à sa fin, je dirais que des élections démocratiques sans presse libre sont impossibles. Donc, merci, monsieur Cheikh Haïdara. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Authentique. Merci d'avoir participé à ces débats. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jidnel Dede, qui est directeur de publication du journal La Dépêche. Merci d'avoir participé à ces débats. Et merci à vous, Bakary Gueye, président de l'Union de la presse francophone, merci, section Ahmed. Mauritanie. Merci. En fait, quant à moi, je remercie les techniciens et l'équipe technique qui vous a permis de suivre ce débat bien installé chez vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir, à très bientôt. مع توسع المدن وانتشار